Merci beaucoup, bonjour. Je remercie Martha Bonny et puis l'Université de Montréal de l'invitation. Je suis bien content d'être ici. Surtout que je vais être là même un peu plus longtemps l'année prochaine, donc voilà. Euh, bon, j'ai trouvé un titre un peu meilleur par rapport à ce que je vais faire, donc je le donne quand même parce qu'il est plus précis par rapport, surtout les termes de forme, hein. Mon vrai titre, enfin, un titre, ce serait Des séries télévisées aux séries, ou séries tout court. Deux points, format culturel et technologie. Alors je vais parler en français. Voilà. Vous êtes le premier, je crois. Deuxième, Euh, je parle en français. Deuxième. Convenons de nommer format la manière dont une forme culturelle devient dominante dans un espace social donné. Par exemple, le film de long métrage de fiction s'impose progressivement comme le cœur de la séance de cinéma à partir de 1910-1915. Certes, le long métrage sera durablement entouré de publicités, par des courts et moyens métrages, par des films d'animation, par des actualités, par les publicités. Sa durée aura tendance à augmenter. Aujourd'hui, peut-être que la durée des films est plus proche de 2 heures plutôt que d'une heure 30. Cependant, il va demeurer la norme du film de cinéma. Un format se produit au point de rencontre entre une technique et un contexte économique, social et historique. Par exemple, l'affinement des techniques cinématographiques a été de pair avec l'ouverture de salles consacrées au spectacle cinématographique, avec les normalisations des rapports entre distributeurs et propriétaires de salles, avec l'organisation de la production. Une technique à partir de laquelle s'est constitué un ensemble cohérent d'industries et de savoir-faire commerciaux, ce que Deleuze et Guattari appellent un agencement machinique, a convergé avec des pratiques culturelles sous la forme d'un format que nous connaissons sous le nom de film, c'est-à-dire le long métrage de fiction. Celui-ci, ce format, s'est imposé comme une donnée de base à tout futur cinéaste, comme à tout spectateur. Des expressions comme je veux faire de film, je veux aller voir un film, emploient ce dernier terme dans ce même sens. Remarquons la résistance du format film de long métrage au changement. L'émergence de nouvelles technologies a permis de voir des films sans aller au cinéma. La télévision, le magnétoscope, le DVD, l'ordinateur, les facilités de la reproduction numérique, l'organisation du web ont multiplié les façons de voir un film sur des écrans très différents. Ainsi regarde-t-on des films à peu près n'importe où. Le support du film s'est même lui-même transformé. La pellicule argentique cède la place de plus en plus à la captation numérique. Pourtant, le film de long métrage demeure le format dominant du cinéma. Bien sûr, le format cinématographique est vivant, le changement technologique, d'abord, le passage au sonore par exemple, peut le moduler dans certains de ses aspects. Les contextes sociaux variés l'ont laissé en grande partie intact. D'autres formats peuvent survivre tout en changeant de sens. Le triptyque pictural est longtemps demeuré un genre marqué par ses origines chrétiennes, par l'importance décisive du chiffre 3 et du Dieu divisé en trois personnes. Cependant, durant le XXe siècle, la forme du tableau en trois parties a conservé une actualité moderne, inspirant par exemple de nombreuses œuvres à Bacon. Le format a survécu à une transformation complète du contexte socio-historique, qui a renouvelé le sens de l'acte peindre un triptyque, en pérennisant ce modèle de l'art pictural. Les formats culturels sont certes dépendants des circonstances économiques et sociales où ils naissent, de la matière technologique qu'ils emploient, mais ils ne sont pas déterminés par elles. Les formes, entendues au sens de l'historien d'art Henri Faucillon, c'est-à-dire la pensée qui va organiser le matériau pour guider la production de l'œuvre, naissent des formats. Elles s'en emparent pour donner au matériau sa configuration singulière. Si, comme l'écrit Faucillon, les formes vivent d'abord dans l'esprit puis sont transposées dans l'étendue afin de réaliser le monde virtuel qui y était ébauché, leur matière première est les formats, eux-mêmes issus d'un compromis socioculturel inévitable. Le format sériel résulte de la conjoncture de plusieurs facteurs très connus. L'installation du média télévisuel dans le salon des familles, le besoin des studios de Hollywood de produire pour les réseaux de télévision, la dépendance de ces derniers vis-à-vis des annonceurs. Je n'y reviens pas, j'en ai détaillé d'ailleurs la logique dans l'ouvrage qui a été cité tout à l'heure. Les accointances des séries avec les organismes de télévision n'ont pas cessé de s'affirmer durant une cinquantaine d'années. Au point qu'en France, par exemple, les séries occupent depuis les années 2000 la grande majorité des créneaux de prime time.
Dès le début de la production de séries, à une date que l'on peut fixer à 1951, deux sous-formats se sont développés. Le premier est fondé sur l'équation un épisode égale un récit clos. De multiples dénominations ont été proposées pour définir ce sous-format. Je l'appellerai aujourd'hui série épisodique. Le modèle en a été fourni par Dragnet, série policière créée par le comédien, écrivain et producteur Jack Webb. Dans ce type de série, la continuité est assurée par une formule narrative de récit et un ensemble de personnages récurrents. Mais dans chaque épisode apparaissent des personnages voués à disparaître dès l'épisode suivant, de telle sorte que la série épisodique est affectée du complexe de Pénélope. De même que l'épouse d'Ulysse défaisait la nuit ce qu'elle avait tissé le jour, la série épisodique délaisse définitivement des personnages élaborés dans l'épisode précédent. De telle sorte que l'ordre des épisodes apparaît indifférent, dénué de toute raison nécessaire. Certes, aucune série ne suit ce modèle au pied de la lettre, introduisant bon gré mal gré une dose d'événements irréversibles, comme celui touchant à la disparition d'un personnage. Il n'en demeure pas moins que le principe constitutif des séries épisodiques consiste en la promesse de faire d'un récit complet le cœur de chaque épisode. Le second sous-format de série est la série qui peut être nommée feuilletonesque. Il implique de voir la suite des épisodes dans l'ordre, dans la mesure où les événements se déroulant dans un épisode donné ne sont compréhensibles que si l'on connaît les épisodes qui le précèdent. Les séries feuilletonesques se déroulent à l'intérieur d'un univers fictionnel, révélé dès les premières minutes, et ne cessent pas de l'enrichir, de le compléter, de le densifier. Parfois, elles le renouvellent ou en transforment la perspective. La raison du développement du monde fictionnel, peut donc se modifier, mais il doit avoir une raison, un sens, un point de vue. La suite des épisodes apparaît donc nécessaire, impérieuse. La série feuilletonesque tisse une trame qui fait de la série un être dont l'existence est entretenue non seulement par la suite des épisodes, mais par les discussions qui la concernent et qui se tiennent aussi hors saison. Depuis une vingtaine d'années, les feuilletons sériels se sont souvent rétrécis à la dimension d'une saison. À côté de séries comme Lost, qui demeurent des feuilletons globaux, de nombreuses séries comme Homeland ou Damages préfèrent offrir des suites de feuilletons ayant la dimension d'une saison. Ce type de série feuilletonesque permet de résoudre de nombreux problèmes de production, comme celui d'avoir des comédiens invités pendant une saison, Dexter ou The Shield. Se sont même développées des séries comme True Detective ou Fargo qui renouvellent entièrement leurs personnages de saison en saison. Il est entendu que les deux types idéaux de format de série ne sont presque jamais parfaitement réalisés. Toute série contient des éléments appartenant à l'un et l'autre. En outre, une tendance est née depuis au moins une trentaine d'années qui a consisté à mélanger assez systématiquement les deux types de formats. Il semble que le concept d'art narratif a été une tentative le concept d'arc narratif a été une tentative pour répondre à ces combinaisons. Parce que les séries ne sont pas seulement construites autour d'un ensemble de récits occupant chacun un épisode, ni autour d'un seul récit s'étirant le long de la suite des épisodes, mais à travers une multiplicité de récits se croisant ou se superposant, chacun apparaît comme un tressage d'arcs narratifs variés, parfois éloignés, parfois rassemblés autour d'un arc principal. Ce modèle du format composite est monté en puissance, notamment dans les séries policières et hospitalières, à la fin du siècle dernier. La montée en puissance d'Internet, du réseau, a d'évidence changé le panorama sériel. D'abord en transformant les modes d'appropriation et de visionnement des séries ex-télévisées. Le rendez-vous hebdomadaire organisé par des réseaux de télévision entre les téléspectateurs et les séries est très sérieusement concurrencé par un visionnement libre, entièrement soumis au désir de chaque spectateur. Ce qu'on appelle binge-watching, qui marque la victoire de l'appétit spectatoriel sur la régularité des grilles de programme, est l'expression la plus spectaculaire de la dite victoire. La seconde grande transformation induite par le réseau Internet sur les séries tient à la capacité de ce dernier à accueillir discussions, opinions, controverses, exégèses. Les séries ont toujours suscité d'innombrables commentaires. Nous savons que la troisième saison de Star Trek, 1966-1969, n'a pu être tournée et programmée en 1968 qu'en raison de la pression des amateurs de la série, notamment soutenue par l'organisation des auteurs de science-fiction américains. Bientôt, la confrérie des Trekkers est créée, qui organise rencontres, congrès, publications nombreuses où la série est disséquée et interprétée, réinventée. En France, Hélène et les garçons, en 1992-1994, est également abondamment pratiquée, disputée, jouée dans les cours de récréation. Mais il n'est pas discutable que l'émergence et le développement d'Internet ont décuplé ou centuplé le phénomène. Point.
L'immédiateté, l'ubiquité, l'instantanéité du réseau ont donné au dialogue entre spectateurs et producteurs ou entre spectateurs une intensité et une profondeur extraordinaires. Dans cette perspective, Martha Boni a parfaitement raison de saisir comme unité de l'étude des séries la complexité du monde sériel, faite de tout ce que celle-ci a pu générer, celui-ci a pu générer d'interventions diverses, dont le foyer demeure bien sûr l'objet sériel. Une autre transformation engendrée par Internet est assez paradoxale. De nouveaux acteurs sont entrés en compétition avec les acteurs traditionnels de la production de séries, on en parlait à l'instant, des acteurs qui n'ont rien à voir avec la télévision. On sait notamment la place prise par Netflix et Amazon, auxquels nous devons quelques remarquables fleurons. Mais là est le paradoxe, le fait de produire des objets non plus proposés par le canal télévisuel, mais par le streaming ou le téléchargement numérique, n'a pas entraîné d'altération des formats existants, ni créé, jusqu'à nouvel ordre, de nouveaux formats. Certes, les web-séries sont confectionnées, souvent réalisées dans des conditions non professionnelles, qui n'ont pas vraiment de saison et dont les épisodes ont une durée variable, qui ne se suivent pas assidûment sans pourtant être construites d'après une même formule. Mais elles demeurent encore un épiphénomène. Concluons provisoirement sur ce point en notant que la révolution Internet n'a pas bouleversé les formats de ce que nous appelons toujours séries. Cependant, il semble bien que cette émergence favorise d'une façon franche l'un des deux sous-formats que nous avons distingués tout à l'heure, celui du feuilleton. Si l'on en juge par exemple à travers les séries produites par Netflix, on voit combien le feuilleton règne sans partage. House of Cards, Orange is the New Black sont des feuilletons qui se portent très bien. La collaboration avec Marvel conduit même Netflix à construire un nouveau modèle de feuilleton croisé entre plusieurs séries avec Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, etc. La victoire, entre guillemets, du feuilleton grâce à Internet est un phénomène très intéressant sur lequel j'aimerais m'arrêter. Il y a tout d'abord une raison négative à ce succès. La perte du régime du modèle économique de la grille de programme et du rendez-vous fixé à des téléspectateurs largement familiaux, la perte de crédibilité, la perte un peu, a enlevé sa principale raison d'être au format épisodique. Les spectateurs contemporains, notamment jeunes, n'ont plus beaucoup envie de subir les vicissitudes engendrées par les chaînes télévisuelles classiques, du moins dans les pays occidentaux. Mon fils refuse de regarder des séries à la télévision. La formule des séries épisodiques, attachée à ce que j'ai appelé le complexe de Pénélope, construit un temps calendaire où les épisodes sont comme des jours qui se succèdent indéfiniment, sans être particulièrement liés les uns aux autres. Or, la temporalité propre à Internet est au contraire fondée sur la continuité d'un présent sans couture, ce qu'on appelle faussement le flux. Le web est achronique et ne contient ni passé ni futur, ni jour ni nuit, ni hiver ni été, bref, aucune manière de marquer le temps, de fonder un calendrier. Un journal, c'est, ou peut-être doit-on dire, c'était, des éditions journalières bien distinctes, promettant des contenus différents, donc liés à un calendrier. Mais, passant sur le web, les journalistes sont confrontés à cet incorrigible présent, la succession d'événements incroyablement divers quant au contenu, à l'importance relative, s'enchaînant de façon ininterrompue, constitue une seule trame qui met au défi toute cadence régulière de parution. Ainsi, l'enchaînement de présents successifs que met en scène une série épisodique ne s'inscrit pas aisément à l'intérieur du temps d'Internet. La simultanéité est l'autre valeur temporelle du numérique. Elle doit d'abord être associée à une ubiquité sans pareille. Ce que je fais ici et maintenant peut être photographié et transporté n'importe où d'une façon immédiate. La simultanéité numérique est donc maîtrise absolue de l'espace. La coprésence des sites les plus étrangers les uns aux autres est assurée par le réseau. Dans cette perspective, la simultanéité du web apparaît comme un substitut au passé et à la mémoire. Si colossale est l'étendue du grand réseau numérique qu'il prétend absorber tous les minuscules présents au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Mais il ne faut pas confondre le web avec une mémoire. Les présents ne sont pas emmagasinés comme des souvenirs à la façon du
du passé pur bergsonien, mais comme des toujours présents à l'intérieur d'un inextricable fouillis. Comment faire pour s'imposer dans ce flot démesuré, à la fois multiforme et informe? Nous connaissons la réponse. Il s'agit de parvenir à y inscrire une singularité capable d'engendrer un flux en quelque sorte privé, privé au sens de l'intimité, de domicile privé, de réponses devenant finalement un point d'accumulation du web. On dirait aussi faire le buzz. C'est exactement la politique de Netflix, qui consiste à proposer une saison entièrement téléchargeable, entraînant ainsi une intense activité d'internautes internationaux, avec une très grande quantité de commentaires, de jugements, de recherches supplémentaires à propos des membres de l'équipe de la série, des anecdotes narratives, des arcs narratifs, etc. Ceux-ci sont d'autant plus riches que la série constitue une série feuilleton, qui présente un objet dont la continuité est assurée aussi bien qu'il est possible pour un objet sériel, et qui donc s'inscrit aisément à l'intérieur du présent infini du web comme singularité. Mot scientifique pour buzz. Par ailleurs, le récit feuilletonesque est bien placé pour susciter avis, conflits d'interprétation, élaborations diverses quant à la suite du récit. Le politique suscite de même d'innombrables feuilletons, dont la parfaite illustration sont les campagnes électorales. Il y a également des saisons, comme dans le cas de la campagne française, je m'excuse de la citation, comme de la campagne française, la primaire de la droite, saison 1, puis saison 2, la primaire de la gauche, saison 3, le retrait de Hollande, j'ai inversé les saisons 2 et 3, pardon, etc. Saison 4, la révélation de Fillon comme grand corrompu. Pas très étonnant alors que Netflix ait réellement lancé des séries avec House of Cards, caricature ces séries plutôt grotesques, c'est mon avis, de campagnes politiques, mais à peine finalement, de campagnes politiques démocratiques. Le récit feuilletonesque est propice à la construction de multiples storytelling, élaborés à partir d'une situation actuelle pour envisager le futur. Le web est friand de ces spéculations et autres supputations qui entretiennent à la fois la durabilité de l'un de ces points d'accumulation autour desquels il s'organise. La stratégie de Marvel, multipliant des séries installées dans un même univers fictionnel, multipliant des points d'ancrage donc pour constituer à l'intérieur du web un sous-réseau des séries et aussi des films de super-héros, leur donnant également une actualité et donc une valeur de présent, me paraît reposer sur une parfaite compréhension du net ou plus, du réseau web, plus exactement de sa temporalité. Nous sommes donc passés d'un contexte socio-économique à l'autre. Nous sommes à l'ère de l'affranchissement des réseaux télévisuels généralistes, fondés sur des grilles de programmes et un financement en amont de la production, et découvrons celui des acteurs du net s'agrégeant à la temporalité présentielle et à la simultanéité du web, escomptant un financement en aval de la production. Les formats issus du contexte ancien ont connu des fortunes diverses, à l'époque du nouveau. Les deux formats de série que nous avons distingués un peu grossièrement ne sont pas également armés pour faire face aux exigences d'une conjecture imprévue. Nous pouvons comprendre et expliquer ce rapport entre des formes, en l'occurrence les formats de série, et des matières, ici les médias télévisuels et web, en tant que technologie, grâce au travail déjà ancien de l'historien d'art Henri Faucillon que j'ai cité tout à l'heure. Dans son ouvrage intitulé Vie des formes, il utilise la conception usuelle de la forme comme information, donnant sens à une matière inerte. Cette dernière, dans ses plus intimes replis, est toujours structure et action, c'est-à-dire elle aussi est forme. Ainsi, il y a une forme de la matière, une forme de la technologie, si vous voulez, à laquelle se confronte la forme de la forme, dans mon langage, la forme des formats. La forme, le format, n'agit donc pas comme un principe supérieur, modelant une technologie, une matière passive. Il faudrait plutôt envisager une sorte de dialogue entre des formats idéels, entre des formes idéales et matière ou technologie préformée. Il en résulte que les matières ne sont pas interchangeables. Alors, les matières dans le langage de Faucillon, et moi je pense à technologie. La forme passant d'une matière donnée à une autre matière subite,
comme dit Faucillon, une métamorphose. Le format feuilleton s'est adapté à la forme du réseau numérique, essentiellement à sa structure d'espace-temps. Ce jeu sociologique, économique, culturel, d'adaptation entre formats culturels et matière médiumnique est le soubassement de toute invention formelle, de sa stabilisation. Citons rapidement l'élaboration d'un peinture en tube au XIXe siècle qui précipite la création impressionniste. Le matériau peinture en tube et le format peinture impressionniste. La substitution du marché de l'académie au début du XXe siècle n'est pas sans accélérer la formation des écoles cubistes, parce qu'elle favorise les contrats entre des peintres et des marchands d'art. Picasso, notamment, peut inventer le cubisme, peut passer 7 ou 8 ans à des recherches sur le cubisme. Notons cependant que le primat de la série feuilletonesque ne signifie pas une transformation du format. Il semble au contraire que les séries contemporaines s'appuient sur les potentialités des formats anciens, travaillées avant elles par des séries produites notamment sur le câble, par HBO par exemple, mais pas seulement. Il y a une puissance propre au format que le passage à la production par des opérateurs du net n'a pas altérée. La résilience des formats, notre attachement envers eux, est un bouclier social nécessaire de compréhension en fait des nouvelles technologies, des nouvelles matières sur lesquelles nous travaillons. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. On voit en fait la réflexion systématique de longue date sur les formes et formats sériels. Aussi, ici et là, quelques points d'éventuelle discorde qu'on soulignera volontiers si les questions ne démarrent pas tout de suite dans le public. Donc d'abord, questions. Ma question était plutôt concernait plutôt les pratiques. Donc, tu as parlé de, c'est juste une remarque. Tu as parlé de binge watching. J'ai lu récemment aussi un article sur le speed watching, qui consiste vraiment à regarder à la double vitesse les séries pour se consacrer à un certain personnage, à la trajectoire d'un seul personnage, ou alors pour arriver au bout et découvrir ce qui se passe, ou alors encore une fois pour la fameuse fear of missing out, donc la peur de ne pas rester au courant. Donc c'était juste un ajout, voir si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. En fait, je regarde assez souvent des séries avec mon fils qui a 20 ans. Et lui, donc, pendant qu'on regarde la série, il fait plein de choses. Je le vois, il est sur, avec son portable, il est sur, je sais pas quoi, Facebook ou sur autre, il répond, il rigole tout ça quand c'est pas drôle dans la série, etc. Et donc, je pense, dans ma tête, je n'ose pas dire grand-chose, mais je pense, il doit rien comprendre à ce qui se passe sur l'écran. Sauf que quand moi je ne comprends pas, je lui demande et il m'explique ce qui est en train de se passer. Alors, il y a quand même des psychologues cogniticiens qui montrent qu'aujourd'hui, les jeunes ont une autre forme d'attention, semble-t-il. Une attention qui est relativement diverse que moi, ce que je connais, quand je fais une chose, ma femme dit que je suis incapable de faire deux choses à la fois, mais c'est vraiment vrai. Je suis plongé dans un truc, il faut que je fasse. Et les jeunes, non, et ils semblent pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Par contre, on se pose des questions sur la durabilité de l'attention, sur le fait de ce qu'ils peuvent approfondir les choses. Donc en fait, je ne comprends pas ces procédures-là, et par contre, je constate que ça existe. C'est tout à fait vrai. C'est la seule chose que je peux dire là-dessus. Est-ce que les formes changent en fonction de ça? Moi, je pense que de ce que je vois des séries qui sortent, il me semble qu'elles suivent ce que j'ai appelé ici un format, des formats anciens. Et finalement, la question de la résilience des formats est vraiment quelque chose qu'on doit constater de manière tout à fait incroyable dans le temps. Je veux dire. Le fait que, par exemple, le film de long métrage continue à être complètement dominant. Quand on fait un cours d'histoire du cinéma, on commence par montrer les courts-métrages de Griffith, par exemple, et puis vite on arrive à, mettons, Nosferatu ou Griffith, c'est des longs-métrages, et les étudiants sont plongés, alors, en dehors des progrès technologiques qui se sont déroulés, dans un monde qu'ils connaissent immédiatement, tout de suite. Certes, ils voient bien sûr que c'est une utilisation du format
une utilisation par la forme. C'est-à-dire que ma distinction, c'est que les formes, c'est une appropriation du format pour leur donner une forme particulière. Mais le format long métrage, en gros, comme ça, reste identique à lui-même. Et moi, il me semble que s'il est vrai que le format épisodique de la série me semble effectivement tué par Internet, que les producteurs Internet ne l'utilisent plus, ou pratiquement pas, que ça reste quelque chose qui est lié au réseau habituel, l'autre format est utilisé, employé sous une forme qui est sous un regard, sous une perspective qui est la même que celle qu'il y avait quelques années auparavant. Merci. Il y a une question au milieu de la salle. Le micro. La même chose que votre fils. Merci. En fait, c'était juste pour partager le fait que j'ai la même méthode de visionnement que votre fils. Puis, en fait, si ça peut vous démystifier la chose, c'est que pendant que je regarde un film ou une télésérie, j'ai malheureusement où est-ce que j'ai vu cet acteur. Donc, mon IMDb sur mon téléphone intelligent est ouvert pendant le 2 heures ou plus. Puis, en fait, souvent, c'est ce qui se passe pour moi, c'est si je regarde, en fait, je découvre un nouvel univers, par exemple, quand j'ai commencé House of Cards, il y a des termes que je suis pas certaine de comprendre, donc à ce moment-là, je vais aller sur le site officiel de la Maison-Blanche juste pour expliquer comment fonctionne juste comprendre comment fonctionne le House Speaker versus le Whip versus Il y a des termes souvent que je comprends pas. Quand j'avais regardé True Detective, il y a beaucoup de lingo, que je vais dire, de policiers qui fonctionnent, par exemple, avec en seulement disant des mots raccourcis ou quoi que ce soit. Donc, des fois, c'est pour mieux comprendre. Donc, si vous pensez que votre fils porte pas attention, en fait, c'est le contraire. Il va possiblement faire quelque chose qui va l'aider à comprendre encore mieux s'il est comme moi. Alors, là, mon doute réel, c'est sur la mise en scène. C'est-à-dire que quand même, voir la mise en scène d'une série, arriver à comprendre ce qui se passe, il faut quand même regarder l'écran, quoi. Je ne vois pas comment faire autrement. Et donc, en fait, là, il y a quand même une perte, me semble-t-il, terrible. Je regarde, je me suis emmené pour le voyage Rectify, je ne sais pas si vous connaissez cette série. Bon, donc, c'est une série dans laquelle il y a de très très nombreux face-à-face entre deux personnages. Et donc le champ contre champ, comme figure, est la figure principale de la série. Mais le metteur en scène distingue, en fait, j'arrive à regarder 3 formes de champ contre champ en fonction des rapports des personnages et le fait varier en fonction. Mais pour voir tout ce qui se passe là, ce que la variation du champ contre champ nous dit sur le rapport entre les personnages, donc là, sur le plus de signification, il faut faire attention, quoi. Voilà. Donc, est-ce que la mise en scène, est-ce que là, on ne serait pas vers une déperdition sur la mise en scène alors de la série? Bon, très bon point, oui. Voudriez-vous revenir sur l'idée de mensongère, de flux? Tout à l'heure, j'évoquais des points éventuels de contrariété avec une construction qui vise la compréhension seulement de l'univers numérique sans venir à la résilience, comme vous l'appelez, des formats. Donc peut-être à premier abord, ça pourrait être un point de discorde, mais si vous approfondissez un peu, je crois que ça pourrait porter avantage. Je suis tout à fait d'accord. C'est un problème vraiment très 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 aigu. La première fois que j'ai écrit pour dire que le concept de flux n'expliquait rien, c'était dans les années 95-96, il y a très longtemps. En même temps que je disais que les gens qui s'occupent de la télévision ne peuvent pas comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a des télévisions. Il y a des télévisions nationales, il y a même des télévisions par téléspectateur. Je pense que la télévision est construite sur cette idée justement des heures différentes pour des téléspectateurs. Sur le concept de flux, moi je suis mathématicien d'origine, je m'excuse, mais je vais prendre une métaphore mathématique. Nous en sommes ravis. Une métaphore mathématique. Le dernier professeur auquel j'ai eu affaire, dont j'ai suivi les séminaires il y a très très longtemps, quand j'étais encore un tout petit peu sérieusement mathématicien, c'est René Thom. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'auteur de la théorie des catastrophes. Voilà, celui qui a inventé la théorie des catastrophes. René Thom disait, en mathématiques, il y a un néant. Il y a un moment du néant, c'est-à-dire un moment de la non-signification absolue. Ce moment de la non-signification absolue, c'est le continu.
Quand on a une chose dont on dit simplement qu'elle est continue, c'est qu'on n'a rien à en dire, absolument pas. On refuse de l'analyser. Ce que fait le mathématicien, c'est de faire des marques sur le continu, de trouver dans cette continuité des structures qui permettent de faire signifier cette continuité. Pour dire de manière plus simple ce que je veux dire, je crois, pour le faire comprendre le mieux, vous êtes tous passés au point par ensemble des mathématiques, vous avez tous eu à faire la droite des réels, donc on tire une droite, et qu'est-ce qu'on fait quand on veut tout d'un coup pouvoir travailler? On fait une marque, on dit ça c'est 0, et on met une flèche pour dire qu'on va du négatif au positif. On commence à faire des marques dans une ligne continue qui, par elle, n'a aucun sens. Je ne nie absolument pas que la télévision, que si on allume son poste à la télévision à n'importe quelle heure, eh bien, il y a des images, qu'il y a un flot continu. Et donc, mais que par contre, si on veut y comprendre quelque chose, eh bien, il faut arriver à traiter cette continuité d'images et de sons qui est potentielle, parce que chez moi, comme chez vous, comme chez tout le monde, le poste de télévision n'est pas allumé en permanence, eh bien, il faut, c'est comme même chose pour Internet, hein, sauf mademoiselle et mon fils qui sont là branchés. Mais en fait, même là, vous faites des marques et vous faites des marques à l'intérieur de ces continuités pour trouver quelque chose. Hein. Vous trouvez un O qui veut être origine, lequel vous allez chercher, etc. Eh bien, je pense que le concept ne nous dit rien d'autre que le fait que c'est une continuité. Williams, quand il a inventé, entre guillemets, le concept de flux, vous connaissez l'histoire, il est anglais, hein, Raymond Williams, il arrive aux États-Unis pour un colloque. Et il arrive en avance, il arrive plusieurs jours en avance, il est à New York, il ne sait pas quoi faire. Il vit encore en Angleterre sous l'ère de la BBC. Quand il regarde la télévision, il ne voit que la BBC, qui a encore à cette époque-là des programmes qui ne sont pas programmés durant toute la journée. Ça s'arrête par God Save the Queen vers minuit, tous les soirs, etc. Et donc il n'a rien à faire, il reste à New York à son hôtel, il connaît personne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'a raconté lui-même, hein, c'est pour ça que je peux dire ça. Eh bien, il ouvre la télévision et il voit que ça continue, etc. Et il dit, ça continue durant la nuit, j'ai pas fermé mon poste de télévision, j'ai regardé ça continuellement et je n'y comprenais rien. Et je comprenais absolument pas. Je regardais quelque chose, ça m'intéressait, on coupait sur complètement autre chose, j'arrivais pas à retrouver, je ne comprenais rien. Voilà. Et donc en fait, il revient aux États-Unis, il revient en Angleterre, pardon, et il écrit sur la télévision. Il dit que c'est une expérience qui m'a bouleversé. J'ai donc commencé à écrire sur la télévision, et il écrit sur la télévision américaine, qu'il ne connaît absolument pas, autrement que comme continuité absolue, auquel lui-même, quand il la regardait, était incapable de faire des marques. Mais en fait, tout téléspectateur un tout petit peu averti fait des marques dans la télévision. Moi, j'ai été malade quand même sérieusement pendant plusieurs années de suite, et donc en fait, je dois avouer que regarder la télévision était une détente, à part quand j'avais plus de force pour lire, était quand même une détente fréquente pour moi. Et donc j'avais dans la tête tous les programmes sur toutes les chaînes, tous les horaires possibles où je pouvais regarder quelque chose. J'avais fait des marques virtuelles sur et je regardais, je me disais, il est 16h30, j'ai un truc de 16h30 à 16h45, et hop, voilà. C'est pas vrai, je travaillais à cette heure-là. Mais bon, donc voilà, je veux dire que l'invention du concept de flux correspond exactement à la définition du néant thomien. Je pense que l'intervention de tout à l'heure a parfaitement démontré comment Christine Thompson a fait une merveilleuse analyse dans son analyse de la narration à la télévision, merveilleuse analyse de la manière dont Williams a inventé et de l'inanité en quelque sorte de ce concept-là. Et donc, je pense que pour commencer à réfléchir, eh bien, il faut absolument passer par une critique de ce concept et une critique de ses usages et la manière dont les spectateurs ou dont les usagers du web font des marques, tracent des marques sur cette continuité et sur les différentes manières de faire des marques sur cette pseudo-continuité.
En fait, votre sociologie des publics, public au pluriel, revient dans ce commentaire. Tout à fait. Et puis, votre histoire personnelle proche de celle de Bazin. Bah, vous portez mieux que Bazin, mais Bazin aussi a son baptême de télévision et ses esprits découlent d'une convalescence à regarder la télé. Alors, avec le récit de Raymond Williams qui regarde la télé, encore c'était sa langue, hein, déjà il était chanceux. Oui, il Qui était regarde la chanceux. télé sans la comprendre. Je propose de passer à la prochaine intervention. Donc, si vous avez encore des questions qui relèvent de la présentation du professeur Eskenazi, je propose de faire un dernier wrap-up, les trois conférenciers ensemble. Et donc, j'inviterai Julia.